Eh bien, bonjour les amis, vidéo sur les élections présidentielles. Donc, nous sommes le dimanche de Pâques, le 17 avril, donc entre les deux tours, donc les deux finalistes sont Macron et Le Pen, ce qui n'est pas sans poser question. Alors, en considérant la question du réchauffement climatique sur le premier tour, personnellement, voilà, mon vote, ça a été le vote blanc. Je n'ai pas fait de vidéo avant. Je n'avais pas envie de décourager tous les militants qui se battent avec beaucoup de générosité pour faire avancer ce en quoi ils croient. Personnellement, ça a été vote blanc parce que concernant les deux personnes qui défendent honorablement, on va dire, les questions climatiques, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, leur incapacité à se mettre d'accord, à arriver à parler ensemble, pour moi, est juste inacceptable. Sachant que pour le climat, il va falloir s'entendre avec la plus large quantité d'États possible. Et là, les deux Français qui sont sur la liste, ils sont pas capables de se parler ensemble. Là, il y a un problème. Voilà. Alors, Mélenchon, pour moi, c'est une tentative de passage en force. Il l'a déjà fait. Il y a aux dernières élections, il le refait ce coup-là, c'est-à-dire il tente que l'idée que le vote utile lui permette d'accéder au deuxième tour, tout ça dans un rapport de force, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Jadot, je préfère ne pas en parler personnellement. J'avais participé à la primaire écologiste en soutenant Delphine Batho, parce que c'est la seule qui parle ouvertement de décroissance. Et puis, je trouve qu'il y a pas mal de choses intelligentes dans sa façon d'aborder les choses. Autour de Mélenchon, on est très ancré sur le programme, mais on sent que c'est les conséquences du traumatisme Hollande, qui avait dit un certain nombre de choses qui, pour beaucoup de gens, ne les a pas appliquées. Donc il y a l'idée, on vote pour un programme, et si le programme n'est pas appliqué, on démet les personnes qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils ont annoncé. Pour moi, la vie, c'est pas comme ça. Les programmes, ça ne prévoit pas les pandémies, ça ne prévoit pas l'Ukraine, ça ne prévoit pas toutes ces conséquences-là. Et du coup, l'intérêt justement de Delphine Batho, c'est que justement, elle dit, elle, que il faut indiquer un cap et qu'après la façon dont on y va, il faut y associer les gens, et c'est les gens un peu qui décident aussi localement comment on y va, par quels moyens. Et effectivement, je pense que pour la question de la décroissance, c'est particulièrement intéressant et nécessaire de s'appuyer donc sur un choix des personnes. Voilà. Alors, avant ce premier tour, il y avait déjà pour moi une idée, un questionnement qui était aussi pourquoi il y a autant d'abstention en France sur les élections, et qui pour moi tient à ce que me disait une connaissance hier, c'est la question, est-ce qu'on est toujours en démocratie, et que par là, ce qu'il faut entendre, c'est la question, est-ce que ce que l'on décide, c'est vraiment quelle va être notre vie demain, ou est-ce que c'est un choix restreint? Si on regarde par exemple ce qui se passe par exemple sur une commune, quand on vote pour des municipales, on vote pour une équipe qui va être compétente sur un certain nombre de domaines, mais très vite, il y a des domaines qui sont dévolus à la communauté de communes, au département, à la région, à l'État, à l'Europe. Donc on ne décide pas de tout quand on vote pour une équipe municipale. À mon sens, c'est un peu pareil pour une élection présidentielle en France. C'est-à-dire que on vote pour une partie des choses, mais il y a une autre partie des choses qui nous échappe complètement, d'où, à mon sens, peut-être une partie du désintérêt des électeurs pour ce type d'élection, ce que dit très bien alors un article du Monde là que je vous mets en lien et que je trouve particulièrement intéressant, alors qui raconte l'histoire de quelqu'un qui a été fonctionnaire dans les années 90 et puis qui
après 30 ans dans le privé, revient dans la fonction publique et il s'aperçoit à ce moment-là à quel point les compétences de l'État ont changé. Et comme il est dit dans cet article, hein, mais l'État ne dispose plus du pouvoir monétaire du fait de l'euro. Effectivement, ce pouvoir monétaire maintenant est confié à la BCE, Banque Centrale Européenne, et Christine Lagarde, qui est nommée, mais qui échappe à tout contrôle démocratique. Elle n'est pas élue, elle est nommée, voilà, et du coup, quand on voit l'importance que ça peut avoir, hein, par exemple, le fait que pendant la crise de la pandémie, la BCE a émis 80 milliards d'euros par mois qu'elle a mis dans le circuit et grosso modo qui a profité pratiquement aux 2/3 à la spéculation, ça c'est un choix du coup qui échappe à tout contrôle démocratique. Alors effectivement, sans doute qu'un président français contribue à influencer, mais avec d'autres, les décisions qui peuvent être prises à ce niveau-là, mais c'est quelque chose d'indépendant, donc qui maintenant échappe, en tout cas, à un président élu. Voilà, il y a plus non plus de pouvoir industriel parce que il n'y a pratiquement plus de secteur public, tout a été privatisé. Donc maintenant, il n'y a plus la possibilité de mener des grandes politiques publiques en s'appuyant un peu sur ces entreprises autrefois nationalisées. Il ne dispose pas non plus du pouvoir d'aménagement du territoire qui est aujourd'hui le fait des régions, avec la décentralisation, enfin région ou département. Voilà, donc le temps où une administration ultra puissante et compétente pouvait se lancer dans des projets économiques et sociaux structurants est révolu. Il est évoqué dans cet article les effets de la libéralisation des échanges au niveau mondial, qui a exposé des pans entiers de l'économie à la concurrence de pays à bas salaire et à fiscalité avantageuse, y compris au sein de l'Europe, contraignant fortement les marges de manœuvre de l'État, alors même que son modèle social nécessite un financement plus important qu'ailleurs. Ça, c'est un aspect, à mon sens, assez capital. C'est-à-dire qu'en France, on avait su, au lendemain de la guerre, créer une entente entre la gauche, y compris communiste, et la droite républicaine, pour faire la sécurité sociale et tout ce qui va avec. L'Europe a aussi développé des démocraties sociales qui ont complètement été attaquées, dérégulées par les anglo-saxons, Thatcher et Reagan en particulier, la dérégulation. Et du coup, on voit bien que c'est cette économie-là qui a triomphé, hein, l'économie anglo-saxonne, Wall Street, les États-Unis avec l'argent qui envahit la sphère politique, et que du coup, on est amené à s'aligner sur ces données-là, baisser les impôts, parce que, sinon, les paradis fiscaux, y compris en Europe, vont capter les ressources, vont capter les capitaux, les investissements vont fuir, et donc on voit bien, et Macron s'est fait un peu le champion de ça, hein, après Sarkozy, après Hollande, qui a suivi un peu cette voie-là, c'est-à-dire on tape dans ce qui a été la spécificité française de service public, de service à la personne, et on voit bien aujourd'hui, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus, que tous les secteurs, par exemple, d'aide à la personne, les hôpitaux, le social, l'éducatif, l'accompagnement des personnes fragiles, la justice, les maisons de retraite, bon, ça fait partie du social. Voilà, tous ces secteurs-là sont mis à mal. L'éducation aussi, hein, l'éducation nationale, avec un manque de moyens par rapport à vraiment une société qui est quand même un peu en crise et en difficulté, qui aurait besoin d'un accompagnement et d'un soutien peut-être plus fort que... on est maintenant aligné sur le modèle anglo-saxon, alors vraiment avec des questions derrière qu'à un moment il faudra creuser, mais cette question
spécifique un peu aux protestants de l'idée d'élu. Hein, si vous êtes, soit vous êtes élu, soit vous n'êtes pas élu, et si vous n'êtes pas élu, tant pis pour votre gueule quelque part. Hein. C'est un peu ça qui fait que dans les pays anglo-saxons, les pauvres, ils sont laissés livrer un peu à eux-mêmes, et si c'est dur pour eux, tant pis. Et en France, on avait développé un autre modèle, mais ce modèle est en train d'être complètement laminé par quelque chose qui échappe complètement à l'élection. Et donc on voit la tentation, par contre, de Marine Le Pen, et c'était aussi le cas de Jean-Luc Mélenchon, d'essayer de se sortir de ces systèmes-là mais est-ce que c'est la solution? Pour moi, la question se pose vraiment parce que le retour en arrière paraît extrêmement compliqué. On voit aussi des fois que c'est en sortant de la loi, en ne respectant pas les règles et la loi, et ça, à mon avis, c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Toujours est-il que voilà, donc c'est un petit peu ce que continue cet article en disant que les gens ressentent une forme d'impuissance relative du pouvoir politique. Et c'est un facteur d'abstention. Ils voient bien qu'avec l'Europe, on est moins libre qu'avant et que si on augmente les impôts, les riches partent et les entreprises délocalisent. Oui, donc l'Europe qui s'est construite sur un modèle qui n'est pas très démocratique parce que le Parlement européen élu a relativement peu de pouvoir par rapport à d'autres instances et est complètement aligné sur l'économie libérale. Hein, c'est d'abord la libre circulation des capitaux, des marchandises, des personnes, etc. Et la dimension sociale n'est absolument pas prise en compte, et cette existence de paradis fiscaux intérieurs de l'Europe est en soi quelque chose quand même qui pose de sacrés problèmes. Alors, comment s'affranchir, se dégager de ces choses-là? Est-ce que c'est la solution ou est-ce qu'il faut être au milieu pour la faire évoluer? Voilà, la question se pose. Alors, deuxième tour, on se retrouve donc avec d'un côté Macron, donc lui qui a été, lui il est complètement dans le logiciel ultralibéral de la culture anglo-saxonne, américaine, voilà. Donc le problème avec lui, c'est vraiment cette liquidation des services d'aide à la personne qui sont en grande difficulté, où il y a beaucoup de souffrance dans le travail, où il y a des burn-out, où il y a des grandes démissions. Alors ça, c'est quelque chose qui peut-être, j'y reviendrai, parce que c'est quelque chose qui est en train de montrer qu'il y a des changements en profondeur qui peuvent changer la donne. Parce que, effectivement, cette société qui triomphe, que Macron promeut à plein pot en recevant les gens de BlackRock, en ayant du coup tout un volet d'investissements qui vont en France parce que Macron fait en sorte que on s'aligne un peu justement sur les cadres qui sont favorables à ce type d'investissement. Mais cette société-là est malade. Elle est en grande difficulté. Elle est presque même au bord du gouffre. Hein, alors, en même temps, en faisant preuve d'une résilience complètement incroyable. Au niveau de la bourse, ça fait un an, voire plus, qu'on annonce la crise majeure que tout le monde a l'impression de voir venir, parce que on est en pleine folie avec les banques centrales qui ont sorti énormément d'argent pour alimenter la spéculation, pour éviter que ça s'effondre. Et puis là, maintenant, avec l'inflation qui monte, la guerre en Ukraine ne va pas arranger les choses, normalement, il faudrait que les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, mais s'ils le font, les bourses s'effondrent. Alors on est dans des choses incroyables, extrêmement fragiles, qui pour l'instant tiennent le coup. Et en même temps, à bas bruit, il y a des choses qui bougent, qui se transforment, qui évoluent. Et cette année 2022, un peu comme annoncé, va être une année de transformation extrêmement forte. Alors en même temps, donc par rapport au deuxième tour, donc j'ai vu aussi que Macron, du coup, tourne son programme vers, il capte un peu Mélenchon, Jadot, donc un peu l'écologie. Alors on peut peut-être s'en réjouir, en tout cas moi je trouve que c'est intéressant de voir ça. Mais donc, le chef de l'État a projeté la France en grande nation écologique.
qui serait la première à sortir du gaz, du pétrole et du charbon. Alors on voit bien qu'il y a toujours l'idée de la compétition, on va être les premiers. Honnêtement, on n'en a rien à foutre. Ce qui est important, c'est que on adopte des attitudes favorables au climat, qu'on soit les premiers ou... Honnêtement, on s'en fout. Au contraire, ce qui serait bien, c'est que tout le monde s'y mette. Donc c'est aussi ça, c'est aussi un peu là qu'il faudrait l'attendre. C'est dans sa capacité à convaincre les autres, à les emmener aussi vers ce genre de choses. Alors, avec l'idée d'un Premier ministre directement chargé de la planification écologique. Effectivement, donc du coup, c'est une idée qui a été reprise à Mélenchon, du programme de Mélenchon, intéressante, c'est-à-dire une planification. Je crois qu'effectivement, c'est certainement la bonne méthode en matière de direction écologique, de vraiment prévoir les choses en fonction d'objectifs importants qu'on peut se donner. Alors, appuyé d'un ministre de la planification énergétique et d'un ministre chargé de la planification écologique territoriale. Alors, ce dernier serait chargé de ne pas laisser deux anxiétés face à face, celle de la jeunesse préoccupés du climat et celle de ceux qui craignent des changements trop rapides. Alors ça, je trouve ça quand même assez intéressant, que cette façon de traiter les choses est intelligente. On ne peut pas du jour au lendemain se lancer à fond dans des choses. Il faut que les gens adhèrent. Il faut qu'il y ait une adhésion. Il faut que les autres pays adhèrent. Faut qu'on y aille ensemble. C'est toujours ce que j'ai dit par rapport à la décroissance. On peut pas y aller tout seul. C'est pas possible. Donc il faut emmener les gens avec. Bon. Donc en misant sur le nucléaire, contrairement à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, qui seraient couplés au développement des énergies renouvelables, alors moi personnellement je trouve ça intelligent. Ça c'est quand même un écart que j'ai, y compris avec Delphine Batho. Pour moi le nucléaire est une étape nécessaire étant donné le niveau d'accro à l'énergie des sociétés, qu'on ne peut pas comme ça basculer du jour au lendemain. On voit bien l'Allemagne en ce moment qui galère complètement avec le gaz pour avoir arrêté le nucléaire, et le gaz est quand même beaucoup plus émissif que le nucléaire. Donc ça, je trouve ça intéressant. Alors, en pariant sur l'innovation plutôt que sur la décroissance, bon, bah, écoutez, moi, je veux bien. Je l'ai dit, en tout cas, la décroissance, on peut pas y aller tout seul. L'innovation, bah, ok, mais pour l'instant, on la voit pas venir, en tout cas pas à hauteur des besoins. On voit bien que la décroissance reste encore quelque chose de difficile. Là, il y a vraiment une bascule qui n'est pas encore faite. Il faut être clair parce qu'à mon avis, elle est... alors, à moins d'un miracle, après tout, pourquoi pas, mais à moins d'un miracle, non, il va falloir aller vers la décroissance. Alors peut-être qu'il faut qu'il y en ait d'autres qui soient convaincus qu'on n'y aille pas tout seul. Ça me paraît aussi assez clair. Affirmant vouloir faire de l'écologie en continuant de produire, bon, lui c'est son truc, voilà, il veut continuer les deux, la croissance, bon. Même s'il convient de la nécessité de planifier une stratégie de sobriété énergétique. Alors là, Macron, bravo. Le mot sobriété dans la bouche de Macron, alors là, il gagne. Alors peut-être pas encore un électeur, moi je vous cache pas que deuxième tour, c'est une hésitation entre vote blanc comme au premier tour, parce que voilà, le démantèlement de toute la dimension humaine et sociale, pour moi, c'est insupportable. Ce logiciel ultralibéral, c'est insupportable. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a un danger. Le Pen, appelons-le comme on veut. Mais donc il nous parle de sobriété. Alors là, ce mot dans la bouche de quelqu'un, d'un candidat, pour moi déjà, alors là, ça je trouve que c'est un pas. Mais je ne suis pas persuadé qu'il en entende la même chose que moi. Je me suis offusqué il n'y a pas si longtemps sur le fait qu'ils reçoivent les chefs d'État à propos de l'Ukraine à Versailles. Grande pompe, la garde républicaine, une table aménagée, alors je sais pas si c'était dans la galerie des glaces ou autre, mais enfin, truc pas du tout pratique qu'il a fait, alors que à Bruxelles, il y a tout ce qu'il faut en termes d'espace aménagé, prévu pour recevoir correctement tous ces chefs d'État. Le soir, un espèce de barnum pour une grande soirée. Enfin bref,
Ça, ce n'est pas de la sobriété. Et vraiment, moi, j'attendrais qu'il y ait une exemplarité de la part de l'État de la sobriété. Là, planifier une stratégie de sobriété énergétique. Le mot est mis dans un package qui laisse pas entendre que pour autant il soit convaincu pour lui-même de s'appliquer cette sobriété. Bon. Rénovation thermique de 700 000 logements par an, ça c'est plutôt bien. Après, ça fait longtemps qu'on promet ce genre de choses et qu'on ne fait pas le quart de la moitié. Donc là, il faudra voir les actes. Planter 140 millions d'arbres, mettre fin à 50 grandes décharges à ciel ouvert. Bon, enfin voilà. Bon, après, il y a des petits détails, créer une fête de la nature. Voilà. Si ça ne se termine pas avec juste la fête de la nature, et puis tout le reste on oublie, et puis on attend, parce que la croissance, parce que... C'est intéressant. Voilà, sinon, écoutez, entre les élections en France puis l'Ukraine, on voit bien qu'il y a une continuité en ce moment de problèmes écologiques, de problèmes liés au réchauffement climatique, des inondations absolument catastrophiques en Afrique du Sud, dans les Philippines, un retour aussi de problématiques en Australie. Pour l'instant, ça passe au deuxième plan. Écoutez, peu importe, l'important c'est que petit à petit on prenne le virage, et je trouve en tout cas que ce positionnement de Macron est intéressant à entendre, parce qu'il y a des choses qui me paraissent intelligentes. Malheureusement, pas sûr que ça change son logiciel libéral, il le dit bien. Voilà, donc écoutez, à voir suite au prochain épisode après l'élection, pour suivre un peu comment les choses avancent, et puis comment les choses aussi avancent sur le plan de l'Ukraine, où on est toujours dans l'attente de cette offensive russe sur le Donbass, mais les Russes qui semblent en difficulté, mais du coup ça crée aussi une montée en puissance de la crainte d'une intervention nucléaire, ce qui n'est quand même pas quelque chose de très encourageant et facile à entendre. Voilà. Écoutez, en attendant, portez-vous bien, bon vote, et puis à bientôt.